Chapitre 4, séance numéro 3. Première partie sur la recherche des composants d'un objet technique. Quand l'instrument de mesure est adapté à la grandeur physique à mesurer, le courant électrique, l'intensité lumineuse, la masse, il est possible de faire une mesure directe de cette grandeur. Si ce n'est pas possible, le résultat peut être obtenu par mesure indirecte, c'est-à-dire une mesure d'une autre grandeur, puis on déduit celle recherchée par un calcul. Un protocole expérimental définit les conditions de réalisation d'une expérience et le choix des appareils de mesure. Il précise les consignes de sécurité des personnes et du matériel. Lorsque la problématique d'un protocole expérimental consiste à faire une comparaison, on mesure les écarts obtenus lors de 2 essais. Voici ce qu'il faut retenir dans cette première partie. On considère comme grandeur physique tout ce qui peut être mesuré. On parle de mesures directes, par exemple avec une balance pour mesurer directement la masse, un thermomètre pour mesurer directement la température. On parle de mesures indirectes quand on n'a pas d'instrument de mesure adapté pour mesurer une certaine grandeur. Par exemple la vitesse. Nous avons besoin de 2 grandeurs différentes, la distance qui sera récupérée par exemple par un mètre et le temps à l'aide d'un chronomètre. Ensuite on va appliquer un calcul qui est la vitesse est égale à la distance divisé par le temps. Un protocole expérimental est une succession d'étapes à réaliser dans un certain ordre. C'est un peu comme une recette de cuisine. Deuxième partie sur la chaîne et les flux d'énergie. Un objet technique fonctionnant avec de l'énergie possède plusieurs éléments, des solutions techniques, pour gérer et produire l'effet désiré. Leur ensemble constitue donc la chaîne d'énergie. Les flux d'énergie montrent la circulation de l'énergie entre les différents composants d'un objet. Ce flux est caractérisé par la forme de l'énergie à l'entrée et à la sortie de chaque composant. La représentation fonctionnelle de la chaîne d'énergie montre ces composants. Elle indique les fonctions qu'ils assurent: alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Et elle montre aussi les flux d'énergie circulant dans l'objet. Voici ce qu'il faut retenir dans cette deuxième partie. La chaîne d'énergie est l'ensemble des composants qui permet de gérer l'énergie dans le système afin de produire l'effet désiré, c'est-à-dire de remplir sa fonction principale. Les composants de la chaîne d'énergie peuvent être regroupés en différentes fonctions. La première fonction, alimenter, permet de fournir de l'énergie au système. C'est par exemple une prise, une batterie ou des câbles électriques. La deuxième fonction, distribuer, permet de réguler l'arrivée d'énergie dans le système. C'est par exemple un interrupteur qui permet de laisser ou ne pas laisser passer l'énergie, ou un variateur qui permet de faire varier l'arrivée d'énergie. La troisième fonction, convertir, permet de transformer une certaine forme d'énergie en une autre forme. Par exemple, un moteur électrique transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. Enfin, la dernière fonction, transmettre, permet donc de transmettre l'énergie d'un composant à un autre. Par exemple, des engrenages, une courroie, une bielle, il y en a plein d'autres. Troisième partie sur la chaîne et les flux d'informations. La chaîne d'information pilote la chaîne d'énergie à partir d'informations transmises à l'objet par l'utilisateur ou par des capteurs. Cette chaîne d'information est constituée des fonctions acquérir, traiter, communiquer, qui sont assurées par différents composants. Les flux d'information précisent la nature de l'information qui circule entre les différents composants de l'objet. Une information est portée par un signal dont la nature peut être analogique ou numérique. Voici ce qu'il faut retenir dans cette troisième partie. La chaîne d'information est l'ensemble des composants qui gèrent l'information dans un système. Les composants de la chaîne d'information peuvent être groupés en plusieurs fonctions. La première fonction, acquérir, permet de récupérer des informations de l'environnement ou de l'utilisateur. Ces composants sont généralement des capteurs pour récupérer des informations de l'environnement ou par exemple un clavier pour que l'utilisateur saisisse des informations. La deuxième fonction, traiter, permet de gérer toutes les informations dans le système. Elle est assurée généralement par le microcontrôleur. La dernière fonction, communiquer, permet donc de communiquer l'information soit à d'autres systèmes, soit à l'utilisateur. Les composants qui permettent de communiquer entre objets sont par exemple les cartes Bluetooth et Wi-Fi ou certains câbles. Pour communiquer avec l'utilisateur, on utilisera généralement un afficheur.
On dit que la chaîne d'information pilote la chaîne d'énergie car cette dernière envoie des ordres permettant par exemple d'allumer ou d'éteindre un moteur en fonction des différentes informations qu'elle aura reçues. On dit qu'une information est portée par un signal car en fait sans signal il n'y a pas d'information. Voici un exemple pour comprendre. Ma voix est un signal et quand je vous parle, vous recevez un certain message qui est l'information. Le signal peut être analogique, c'est-à-dire un signal qui est continu, ou un signal numérique, c'est-à-dire un signal qui est discontinu. À ne pas confondre avec la nature de l'information, qui peut être soit logique, soit analogique. Dernière partie sur les matériaux et la structure des objets. Les matériaux utilisés dans un objet technique sont de nature différente. Une observation associée à des tests permet de repérer à quelle famille de matériaux ils appartiennent. La famille des matériaux organiques, céramiques ou métalliques. Pour répondre à l'exigence d'un objet technique, les principales propriétés des matériaux utilisés doivent correspondre à l'aptitude recherchée. Une solution technique répond aux exigences exprimées dans un cahier des charges. Les matériaux, dont les propriétés permettent d'y répondre, peuvent être utilisés. Voici ce qu'il faut retenir dans cette dernière partie. Les matériaux peuvent être classés en 3 familles, les matériaux organiques, les matériaux céramiques et les matériaux métalliques. Pour déterminer à quelle famille le matériau appartient, nous allons effectuer différentes observations ainsi que des tests. Les observations, généralement visuelles, permettront de déterminer la couleur du matériau ou s'il est transparent ou opaque. Les tests, quant à eux, permettront de savoir si un matériau est un conducteur ou isolant électrique, s'il flotte ou non dans l'eau. Pour répondre aux exigences exprimées dans un cahier des charges, les matériaux utilisés dans un objet doivent avoir certaines propriétés qui correspondront à une aptitude recherchée pour notre objet. Une aptitude est la capacité à pouvoir faire quelque chose. Si l'on souhaite fabriquer un objet avec l'aptitude de ne pas glisser entre les mains, il faudra choisir un matériau ayant la propriété d'être adhérent. Si l'on souhaite fabriquer un objet ayant l'aptitude d'être souple, il faudra choisir un matériau ayant la propriété d'être flexible. Voici les différentes définitions à connaître pour ce chapitre. Un protocole expérimental comporte des instructions qui reproduisent une expérience pour vérifier ou comparer des données. La chaîne d'énergie est l'ensemble des composants qui gèrent l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'objet. Les fonctions de la chaîne d'énergie sont alimenter, distribuer, convertir et transmettre. La forme de l'énergie peut se manifester sous différentes formes, mécanique, chimique, thermique, électrique, et j'en passe. La chaîne d'information est l'ensemble des composants qui gèrent les informations nécessaires au fonctionnement de l'objet. Voici les différentes fonctions de la chaîne d'information. Acquérir, traiter, communiquer. La nature de l'information peut être analogique, c'est-à-dire une variation d'une grandeur physique, la température, la vitesse, le poids, ou logique, quelque chose de binaire, 0, 1, vrai, faux, marche, arrêt, etc. Un signal porte l'information sous forme de grandeur physique, une tension électrique, une onde électromagnétique, de la lumière, une voix, etc., qui va varier de façon continue, c'est-à-dire un signal analogique, ou discontinu, c'est-à-dire un signal numérique. Pour l'évaluation de ce chapitre, il faudra bien connaître cette synthèse, ainsi que les définitions. Il faudra aussi savoir compléter le diagramme des flux avec les fonctions de la chaîne d'information et de la chaîne d'énergie, ainsi que la méthode permettant d'interpréter les résultats expérimentaux.